Peut-on vraiment exploiter de manière indéfinie les ressources de la planète? Pourquoi est-il impossible de construire des colonies dans l'espace? Voilà des questions que pose Philippe Biwix dans une bande dessinée futuriste. L'ingénieur démonte en fait le mythe de l'abondance dans lequel nous enferment notamment les géants de la tech. Il propose aussi des solutions. Bonsoir Philippe Biwix. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes donc ingénieur spécialiste des ressources non renouvelables et promoteur de ce qu'on appelle les low-tech, qu'on pourrait traduire par technologie sobre ou technologie douce. Et vous êtes donc l'auteur de la BD avec Vincent Perriot, un défi pour l'humanité, ressources au pluriel. C'est chez Casterman. Alors tout commence au début de cette bande dessinée par un rêve, celui du fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, qui veut aller vivre dans une station spatiale en orbite autour de la planète. Alors vous prenez le vaisseau avec Vincent Perriot, vous partez à la découverte de quoi au juste ? Effectivement, on se projette dans ce rêve un peu incroyable parce que les milliardaires de la tech, on a tendance à les croire surtout parce qu'ils ont eu du succès. Donc, voilà, on peut se dire qu'ils ont une pensée intelligente dans tous les domaines. Et en fait, il faut faire un peu attention parce que de temps en temps, Sam Altman, par exemple, le fondateur de OpenAI, donc ChatGPT, il explique que pour nourrir les data centers à l'intelligence artificielle, il va falloir s'occuper de la fusion nucléaire. Bon, il n'est pas ingénieur nucléaire. Et alors, Jeff Bezos, lui, il nous dit qu'on va être 1000 milliards, l'humanité, dans le système solaire et qu'on va aller s'installer, non pas sur Mars, il y a une petite bataille avec Elon Musk bien sûr, mais dans des gigantesques stations galactiques qui vont tourner sur elles-mêmes pour assurer d'ailleurs la gravité à leurs habitants et que finalement ça permettra de finalement continuer l'aventure humaine. Donc on est parti effectivement de cette vision-là. En se projetant dans 1000 ans, voilà, pour un peu se dire, on se met suffisamment loin dans une science-fiction profonde pour dire, imaginons que ce rêve se soit réalisé. Et puis, petit à petit, on va montrer d'abord que ce rêve est d'un classicisme fou. C'est qu'en fait, voilà, ce sont des vieux rêves, des vieilles soupes de l'humanité depuis en fait, les milliardaires actuels n'ont rien inventé. Voilà, exactement, et qu'on ne fait que nous resservir un petit peu les voitures volantes des années 50 et quelques autres joyeusetés. Et puis surtout qu'il y a une impossibilité technique et qu'elle est liée notamment à la question des ressources non renouvelables. Alors c'est compliqué, vous allez nous donner des idées de solutions, des alternatives, mais tout de même, même si vous vulgarisez dans cette bande dessinée, on va expliquer le procédé entre vous et le dessinateur, mais les cornucopiens, qui sont-ils, d'où viennent-ils et c'est quoi le cornucopianisme, le mythe de la corne d'abondance? Voilà, c'est un mot qui paraît un peu compliqué, mais en fait c'est très très simple. Cornucopia, la corne d'abondance. L'abondance, c'est copia, ça a donné un menu copieux par exemple, donc c'est un menu abondant. Donc voilà, l'idée ça vient de la mythologie en fait, le petit Zeus qui a échappé à son père Cronos, qui a l'habitude de manger ses enfants à la naissance parce qu'on lui a prédit qu'un de ses enfants allait le détrôner comme roi des dieux. Et donc sa mère, pour le protéger, va l'installer en Crète où il va être nourri par une chèvre ou une nymphe. Il y a plusieurs versions. Et il va casser une corne de cette chèvre et voilà, pour se faire pardonner, il va dire que cette corne a le pouvoir d'abonder en fleurs et en fruits pour l'éternité. Et cette image-là, un peu mythologique, elle va être utilisée à partir du XVIIe siècle par des penseurs, par des philosophes, des moralistes. C'est le moment de la première révolution scientifique, le XVIIe siècle. On pense à René Descartes, on pense aussi à des gens comme Francis Bacon, la Nouvelle Atlantide, qui vont vraiment penser la technologie. Alors ils n'emploient pas ce mot-là, bien sûr, mais l'idée de développer les connaissances scientifiques et de les mettre au service de l'Empire humain dans tous les domaines, et que grâce à ça, en fait, on va aller vers un monde d'abondance où on va avoir à disposition un peu de tout. On pourra aller voyager dans la Lune, voyager à travers les océans, et puis on aura des machines qui vont travailler pour nous. C'est le début aussi des réflexions sur le machinisme. Et finalement, cette pensée-là, elle va traverser les siècles jusqu'à nous. Jusqu'à nous. Et donc, c'est un dialogue entre le maître ingénieur, c'est votre rôle, et celui de l'élève dessinateur féru de science-fiction. Vous nous transportez dans des zones industrielles à travers le monde pour comprendre justement ce qu'est l'activité minière, comment les ressources se sont formées et comment nous les exploitons aussi. Et vous n'y allez pas par quatre chemins. Vous dites que dans les 30 prochaines années, on va en fait extraire plus que depuis l'aube de l'humanité. Ça paraît terrifiant. Quelles conséquences ? En fait, c'est terrifiant, mais c'est très facile à faire. C'est ce qu'on appelle une courbe exponentielle. C'est une courbe qui double selon un certain pas de temps. Et on est dans la puissance de cette exponentielle qu'on a connue avec Covid-19. Tous les 5 jours, le nombre de malades ou le nombre de personnes contaminées doublait. Et bien évidemment, au bout d'un moment, x2, x4, x8, x16, ça va très très vite. Et c'est ce qu'on est en train de vivre, puisque effectivement, 2-3% de croissance par an, c'est un doublement tous les 25, 30, 35 ans. Et donc, on est dans cette puissance-là. Et c'est un cercle vicieux ?
Ce qui va se passer, c'est que en fait, on va avoir besoin de plus en plus d'énergie pour extraire des ressources qui sont de moins en moins concentrées ou de plus en plus profondes, de moins en moins accessibles. Parce qu'évidemment, on tape dans le stock qui est le plus riche, le plus concentré d'abord. Donc au fur et à mesure, on va avoir besoin de plus en plus d'énergie. Et en même temps, cette énergie, elle va réclamer de plus en plus de métaux, puisque évidemment, il faut des énergies plus décarbonées, donc qui sont intenses en certains types de métaux. Ça peut être le cuivre, ça peut être dans les batteries, le lithium, les cobaltes, etc. Donc il va y avoir des conséquences assez fortes environnementales aussi, parce que c'est évidemment la question du vivant, de la biodiversité. On va faire des trous de plus en plus profonds, de plus en plus gros. On va peut-être aller ramasser des choses, des nodules polymétalliques au fond des océans. Et donc, on vient de voir avec un procès la semaine dernière, la Norvège, un sommet de répondre notamment après une action intentée par WWF. Alors pollution, déforestation, rejet de boues toxiques, on ne citera pas tout. Et vous le dites, toujours plus de ressources pour capter, convertir, transporter, stocker, utiliser l'énergie. Le téléphone portable, c'est léger. Ça pèse combien aujourd'hui un téléphone portable? Ça pèse 200 grammes. Oui. Et vous dites qu'il faut 200 kg de matière pour le fabriquer. Oui, effectivement, parce qu'en fait, il faut compter les résidus miniers, c'est-à-dire que quand vous avez juste, par exemple, du cuivre, eh bien, le cuivre, c'est de l'ordre de 0,5 à 1% de concentration. Donc, pour sortir 1 gramme, il faut sortir 100 grammes de minerais. Voilà. Et puis, il y a d'autres minerais qui sont bien moins concentrés encore que le cuivre, et notamment l'or qu'on trouve dans les microprocesseurs. Le smartphone, c'est un objet emblématique, parce qu'on a l'impression d'avoir un petit peu dématérialisé, un truc très utile, qui a remplacé le radio-réveil, le Walkman, la lampe de poche, je sais pas, plein de mots d'ailleurs que connaissent pas les plus jeunes générations. Donc on a l'impression d'avoir dématérialisé dans un truc très efficace. Mais en fait, il y a deux gros problèmes. Le premier, c'est que c'est pas le smartphone tout seul, le système numérique. Ce sont aussi les stations pour récupérer, les antennes pour récupérer vos données, les câbles transocéaniques, les data centers derrière pour faire fonctionner les sites internet et stocker toutes les données. Et puis, dans ce petit objet, il y a 45 métaux différents en toute petite quantité, tellement miniaturisés, tellement intégrés, tellement difficiles à démonter, et bien qu'en fin de vie, au recyclage, ça se passe très mal. Et le résultat de ça, c'est qu'à peu près la moitié de la soixantaine de métaux qu'on utilise dans notre système industriel est recyclé à l'échelle mondiale à moins de 1%, c'est-à-dire quasiment pas. Alors que faire? Alors que faire? C'est se dire qu'on tape dans un stock de ressources qui a été concentré au fur et à mesure pendant des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions d'années par la nature vivante de la planète, vivante au sens géologique, c'est-à-dire les montagnes, la tectonique des plaques, le volcanisme. Tout ça, ça a concentré des ressources qu'on va aller exploiter. Une fois qu'on va les extraire, eh bien, on va les perdre pour toujours au bout de plus ou moins de temps. Si c'est dans un smartphone, en quelques années. Si c'est dans une infrastructure, un bâtiment, ça sera un petit peu plus. Une voiture ou de l'électroménager, ça sera entre les deux. Et ces ressources, elles seront sans doute non disponibles de façon inéluctable parce qu'elles auront été dispersées dans les océans, dans les sols, pour les générations futures. C'est-à-dire qu'on pourrait dire qu'un smartphone qui est fabriqué aujourd'hui, c'est peut-être un équipement de chirurgien en moins pour le 25e siècle. Je ne sais pas. Choix aussi, ouais. Et donc, par rapport à ça, notre responsabilité, elle est double. Elle est d'abord de se dire, ce que j'extrais, que je vais intégrer dans des objets, comment faire durer les objets le plus possible, donc entrer dans un âge de la maintenance, de la réparation. Qui s'est perdu justement, là où je parlais de cercle vicieux, avec justement le tout technologique. Exactement. On voit de moins en moins des voitures réparables, par exemple. Exactement, donc on va attendre des échanges éventuellement de pièces standards, et puis surtout, on va souvent changer. C'est-à-dire qu'un aspirateur, vous allez chez votre réparateur aspirateur, il va vous dire, attendez, rien que de l'ouvrir, de vous faire le devis, ça va vous coûter la moitié du prix du neuf, et puis de toute façon, je ne ferai pas de garantie, donc il faut mieux acheter un neuf. Et pourtant, c'est pas de la consommation plaisir, on ne se roule pas par terre de changer son aspirateur. Donc, faire durer les objets le plus possible. Pourquoi est-ce que demain, tout cet électroménager, tous ces objets, tous ces outillages ne dureraient pas aussi longtemps qu'un train, qu'un tramway, qu'un avion, 30 ans, 40 ans, voire plus. Et puis, la deuxième responsabilité, c'est le techno-discernement, le discernement technologique, se dire ces précieuses ressources qui ont été concentrées une seule fois dans l'histoire géologique de la planète, eh bien, à quoi on va les utiliser si elles ne sont pas disponibles pour d'autres dans le futur? Donc, est-ce qu'on les utilise pour des robots chirurgiens ou est-ce qu'on les utilise pour des baskets qui clignotent et des distributeurs de croquettes pour chats avec dispositifs de reconnaissance faciale, quoi. Aujourd'hui, ces objets existent, hélas, et sont en vente. Donc, des robes connectées. Il y a des robes connectées, des robes métavers. Il y a même un bikini pour dire stop, j'ai trop bronzé, ou un maillot de bain, j'imagine, pour homme aussi. Alors c'est évidemment anecdotique, mais ça donne quand même une idée de cette loi de Gabor. Denis Gabor, c'était un physicien des années 70. Il disait tout ce qui pourra se fabriquer se fabriquera effectivement, parce qu'il y aura toujours des gens pour l'acheter, en gros. Donc c'est le côté inéluctable de l'innovation, même dans ses côtés les plus stupides. Donc effectivement, c'est un bikini qui a un capteur d'UV et qui va donc mesurer la dose d'UV que vous avez pris
l'esprit et qui va vous dire attention, il est temps soit d'étaler de la crème solaire, soit de retourner éventuellement votre corps, enfin de faire autre chose, ou mettre un chapeau. Ou de se mettre à l'abri du soleil et des rayons ultraviolets pour être peut-être sans doute plus efficace. Vous prenez aussi l'exemple de la téléphonie mobile. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'on l'entend très très peu. Mettre en commun les installations des opérateurs de téléphonie mobile. Oui, alors ça, c'est un exemple justement qui est très, très high-tech. Donc là, on ne peut pas être accusé de retour à l'âge des cavernes ou je ne sais pas quoi. Bon, c'est l'idée qu'en fait, eh bien, pour organiser la concurrence, chaque opérateur a un réseau, a son propre réseau d'antennes. Bon, et donc, ces réseaux d'antennes, eh bien, ils consomment de l'énergie et puis ils consomment des équipements, donc des ressources. Mais quand vous êtes chez vous, vous rentrez chez vous, pour choisir votre prestataire qui vous fournit l'eau potable, vous n'avez pas 4 tuyaux d'eau qui rentrent chez vous. Vous n'avez pas 4 tuyaux de gaz. Vous n'avez pas 4 câbles électriques. On n'a pas 4 lignes de train qui descendent sur Bordeaux ou sur Marseille pour choisir son opérateur. Il y a un réseau qui est unique et ensuite, on organise la concurrence sur ce réseau. On pourrait tout à fait imaginer de mutualiser ce réseau télécom. D'ailleurs, ça coûterait moins cher à tout le monde. On traiterait mieux les zones blanches parce qu'aujourd'hui, tout le monde se plaint de dire que c'est pas rentable d'aller mettre des équipements partout. S'il y a un seul réseau, c'est plus facile que d'installer 3 ou 4 réseaux. Et ça, finalement, ça diviserait par 2 la consommation d'électricité. Ça, c'est à peu près tous les opérateurs qui le disent. Il y a juste à décider de le faire. Voilà, techniquement, ça serait totalement transparent pour les citoyens consommateurs que nous sommes. Mais on voit qu'on est dans la science, il y a de la politique aussi, mais c'est presque une question philosophique aussi. Moi, c'est la claque que j'ai pris il y a une vingtaine d'années quand j'ai commencé à m'intéresser aux ressources et que j'ai découvert ces usages dispersifs, dissipatifs. Le fait que finalement, il y a des choses qui s'usent, il y a des usages comme le dioxyde de titane qui sert de colorant blanc. Je regardais la table parce qu'elle est blanche, qu'on met dans des plastiques, qu'on met dans des tissus, qu'on met dans du papier. Voilà, donc, qui ne sont il y a une planche dans votre bande dessinée qui parle des couleurs. Je me suis dit, quel est le bilan carbone de cette BD? Mais il y a beaucoup de choses dans le papier. Voilà, le papier, c'est pas que de la fibre de bois, c'est pas que de la cellulose. Quelle matière, quel minerai, je crois, sert au bleu, au vert, au vert, au orange, etc. Alors, c'est pas trop dans les angles d'impression, normalement. Donc là, c'est plutôt des choses qui sont issues de la chimie du pétrole et du gaz. Mais effectivement, dans beaucoup d'objets du quotidien, on ne se rend pas compte qu'il y a des métaux et donc ils ne sont pas récupérables. Et moi, j'ai pris cette claque-là, quelque part, en disant, on a une responsabilité aussi, d'une certaine manière, vis-à-vis des générations futures. On ne sait pas de quoi ils auront besoin, mais ils auront besoin quand même inéluctablement de ressources minérales et métalliques. Et donc, le gâchis incroyable qu'on fait aujourd'hui est quand même un peu dingue. Et d'un point de vue technique, que ça fonctionne d'un point de vue économique, sans doute, mais ce système-là, techniquement, est un gâchis juste phénoménal. Et quelle est la différence entre ce que vous proposez, ce qu'on appelle la décroissance ? Eh bien, la décroissance, c'est un projet politique global. C'est-à-dire que là, déjà, je dis que techniquement, il faut décroître dans les flux d'énergie et de ressources. Sans modifier le système économique, on peut déjà, vous dites, agir. Alors, on peut, mais je pense qu'effectivement, ensuite, ça ouvre des questions sur les systèmes de valeurs, sur ce qui fait une vie bonne. On sait, par exemple, que consommer de plus en plus, le PIB par habitant, eh bien, on sait que ça ne rend pas forcément plus heureux au bout d'un moment. Quand on sort de la misère, c'est évident. À partir d'un moment, on plafonne. Et à partir, je crois, du PIB par habitant du Portugal, en gros, les Qataris moyens ne sont pas plus heureux que les Danois ou les Suédois. Je crois même que c'est le contraire, parce qu'on sait que le bonheur, il passe par d'autres choses que la pure consommation. Et encore une fois, si on faisait durer un certain nombre d'objets, alors je ne parle pas de la fast fashion, ou je ne parle pas des smartphones ou des objets où vraiment on nous a vraiment inculqué à changer le plus souvent possible pour être prétendument heureux. Mais il y a plein de choses qui nous entourent, qui pourraient durer bien plus longtemps. Et loin de la planète Mars, vous citez le chef amérindien de la nation, Siksika, en préambule de la BD. Qu'est-ce que la vie? C'est l'éclat d'une luciole. Dans la nuit, c'est le souffle d'un bison. En hiver, c'est la petite ombre qui court dans l'herbe et se perd au coucher du soleil. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau, Philippe Bouix. Avec au dessin Vincent Perriot, Ressources, un défi pour l'humanité. C'est aux éditions Casterman. Merci beaucoup. Merci.